Finaz, bonjour. Bonjour Frédéric. Bienvenue dans cet entretien de l'ONG d'information Le Projet Imagine. Ça s'appelle De l'intérieur. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Amiral Loïc Finaz, vous êtes officier de marine avec plusieurs décennies de commandement au sein de la Marine nationale et vous êtes un spécialiste de la conduite du changement. Vous dirigez depuis plusieurs années maintenant la fameuse école de guerre qui forme l'élite des forces armées françaises et des services de la défense. Le 25 mars dernier, en direct de Mulhouse, le président de la République a annoncé aux Français une grande opération militaire pour aider la population contre l'épidémie. Et si Emmanuel Macron a choisi Mulhouse, ce n'est pas par hasard, puisqu'il a pris la parole sur le lieu même où a été construit en urgence un hôpital militaire de campagne afin de prêter main forte aux forces hospitalières de la région Grand Est, très en difficulté face à l'afflux des malades. Alors, si vous le voulez bien, Amiral, je veux bien qu'on essaye de refaire le film ensemble. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment le gouvernement français a véritablement commencé à prendre la mesure de la gravité de la situation et à mettre en place une cellule de crise sanitaire? Et d'ailleurs, à quoi ça ressemble, ce type de cellule de crise à laquelle l'armée participe? Oh non, très honnêtement, je ne peux pas vous dire quand le gouvernement a pris la mesure de la situation. Je n'en sais rien. Mais ce que je peux vous dire, en revanche, c'est qu'à partir du 16 mars et de l'annonce du confinement par le président de la République, tout s'est accéléré très vite, hein. En fait, dès le vendredi précédent, j'avais renvoyé les officiers de l'école chez eux. Nos moyens d'enseignement, hein, nous permettent de poursuivre, même si on vide l'école géographiquement, de poursuivre l'enseignement sans fermer l'école. Et donc, l'école de guerre et son enseignement ne s'étaient pas arrêtés. Mais très vite, les cellules de crise ont été organisées et les officiers de l'école de guerre ont commencé à les rallier dès cette première semaine. Alors, qu'est-ce que c'est que ces cellules? D'abord, il y en a un certain nombre. Il y en a évidemment au centre de planification et de conduite des opérations des armées, à Ballard, au ministère des Armées. Il y en a au plateau coronavirus que le ministère des Armées a créé pour gérer de manière centralisée la situation. Il y en a à l'état-major des armées, il y en a à la direction du service du commissariat des armées et dans ses plateformes régionales, il y en a dans les états-majors de zones de défense, et puis il y en a aussi dans les états-majors opérationnels de la marine, de l'armée de l'air, de la gendarmerie, il y en a à la direction du service de santé, à la direction du service des essences des armées, il y en a aussi au ministère de la Santé. Donc vous voyez, dans beaucoup d'endroits qui sont des endroits stratégiques pour pouvoir gérer la crise, ces cellules ont été créées, et toutes ces cellules, en tout cas toutes celles que je viens d'évoquer, des officiers de l'école de guerre les ont ralliés pour les renforcer. Donc on voit que c'est toute une constellation en fait de cellules de crise et ça éclaire à quel point c'est tout de même assez complexe à mettre en place toute cette stratégie de lutte contre le coronavirus. Au moment où l'on sollicite l'armée pour mettre en place cet hôpital de campagne, j'imagine que dans vos rangs, on devait être assez heureux de pouvoir enfin participer à l'effort national. J'imagine qu'ils devaient commencer à ronger leurs freins, non? Oui, dès le début, dès le confinement, les officiers de l'école de guerre ont voulu se mettre au service de leur pays. Alors, le confinement était un devoir civique, hein, ils l'avaient parfaitement compris, et d'ailleurs, leur famille avait besoin d'eux. Mais très honnêtement, dès que les premières cellules ont commencé à les appeler, ils les ont ralliés très volontiers, absolument. Lors de son allocution du 16 mars au soir, veille du confinement de tout le pays, Emmanuel Macron a répété à plusieurs reprises cette phrase qui a frappé les esprits: Nous sommes en guerre. Pour vous qui connaissez la guerre sur le terrain dans son sens littéral, pensez-vous, amiral, que cette comparaison soit appropriée? Et si oui, en quoi? Alors, sommes-nous en guerre? En fait, l'utilisation du mot guerre est très fréquente, hein, et bien souvent galvaudée. Mais là, pour une fois, hélas, elle est plutôt appropriée. Il y a clairement un ennemi, hein, cette saleté de virus. Il y a clairement une lutte à mener. Il y a des victimes. Il y a des combattants au front, les médecins et le personnel hospitalier. Il y a tous ceux qui luttent en soutien du front. Et puis, bien au-delà, il y a, en tout cas, il faut l'espérer, tout un pays concerné et engagé dans cette lutte, en commençant par ce confinement, qui peut être une épreuve pour certains, mais qui assurément est aussi la façon pour tous de participer à l'effort collectif. Alors oui, très probablement, la comparaison, pour une fois, est appropriée, et en tout cas, chacun devrait s'en convaincre. Je vous propose de revenir à Mulhouse le 25 mars. Le président de la République annonce l'opération militaire baptisée Résilience. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce dispositif et son but?
Alors, en quelques mots, l'opération Résilience, c'est l'engagement des armées dans cette lutte dans trois domaines. La santé, la logistique et la protection. La santé, d'abord, c'est à la fois le plus important et celui qui se voit le plus, hein, avec, évidemment, on oublie de le dire bien souvent, mais tous les hôpitaux des armées qui sont au service de cette lutte, comme les autres hôpitaux de France. Et puis, c'est probablement la première chose dont on a parlé, cet hôpital militaire de réanimation qui a été installé à Mulhouse pour apporter des possibilités de réanimation supplémentaires. Et enfin, le transport médical, hein, pour désengorger toutes les zones qui sont les plus frappées. Alors, avec, là aussi, c'est la première chose dont on apprend à en parler, l'Airbus de l'armée de l'air et ce qu'on appelle l'opération Morphée. Mais il y a aussi le porte-hélicoptère amphibie de la marine, le Tonnerre, qui est allé récupérer des malades en Corse, et puis les hélicoptères NH-90 de l'armée de terre. Donc ça, c'est le premier volet, c'est le volet santé. Il y a aussi un volet dont on parle moins, mais qui est important, c'est le domaine de la logistique, avec le fret aérien, terrestre et maritime, qui vient renforcer toutes les capacités. Et puis enfin, celui qui, je l'espère, sera le moins nécessaire, mais il est là, il est prévu, c'est celui de la protection, même si c'est différent par ailleurs de l'opération Sentinelle, qui est la lutte contre le terrorisme et qui, bien évidemment, continue. Voilà en quelques mots ce que c'est que l'opération Résilience, mais cette participation des armées à l'effort de lutte générale. J'ai cru comprendre aussi que le gouvernement envoyait aussi 2 porte-hélicoptères en Outre-mer. C'est bien le cas? Oui, absolument. Le Mistral et le Dixmude, qui sont les sister ships du porte-hélicoptère amphibie Tonnerre qui est intervenu en Corse. Le Mistral part à Mayotte et à La Réunion. Le Dixmude va aux Antilles-Guyane pour être prêt, là aussi, à apporter, dans tous ces domaines de santé, de logistique et de protection, les renforts qui seront nécessaires. Il faut savoir en plus que ces bateaux, ces trois bateaux, le Tonnerre, le Mistral et le Dixmude, ont des hôpitaux importants, même s'il ne faut pas oublier qu'un hôpital, ce n'est pas seulement un lieu et du matériel, c'est d'abord, avant tout, des hommes et des femmes, des médecins, du personnel hospitalier. Et donc, s'il y a des capacités à bord de ces bateaux, il n'y a pas dans le personnel militaire suffisamment de médecins et de personnel hospitalier pour faire de ces bateaux directement un hôpital. Mais en tout cas, c'est des dispositions qui sont prépositionnées à La Réunion et à Mayotte et aux Antilles pour effectivement être mieux préparés à ce qui pourrait y arriver. On peut se réjouir que ce soit des populations jeunes dans ces territoires français d'outre-mer, mais ce serait coupable de notre part de considérer que c'est la seule réponse qu'on pourra apporter et qu'il ne faut pas se préparer. Et là, c'est une situation aussi grave que celle qu'on connaît en France dans un certain nombre de régions. Alors vous avez raison de parler de la jeunesse. Je pense notamment au territoire de Mayotte, où en fait la moitié de la population a moins de 18 ans. Donc comme on sait que a priori ce virus s'attaque quand même beaucoup moins aux jeunes, c'est sans doute une vraie piste d'espoir parce que ce sont quand même des territoires très fragiles avec des populations très pauvres, certaines qui vivent en bidonville. Donc on se doute que les gestes barrières, ça va être encore plus compliqué de pouvoir les mettre en place dans ces territoires. Amiral Finaz, j'aimerais maintenant que l'on évoque ensemble la question des frontières et notamment de l'espace Schengen. On a longtemps justifié le maintien de l'ouverture des frontières en Europe en arguant qu'un virus ne s'arrête pas aux frontières. Et puis, face à l'ampleur de la propagation, eh bien, peu à peu, on a vu chacun des pays de l'Union européenne rétropédaler et on a donc vu ressurgir les contrôles aux frontières. Alors, quand on voit cela, on se dit que c'est fichu, que l'espace Schengen n'existe plus et donc que peut-être d'ores et déjà, on assiste au début de la fin pour l'Union européenne. Et pourtant, qu'est-ce qu'on observe en ce moment sur le terrain? Pour désengorger et libérer en urgence des lits dans les hôpitaux les plus saturés, on multiplie les transferts de malades graves. C'est une des grandes prérogatives de l'opération militaire résilience, on vient d'en parler. Les évacuations se font par tous les moyens, par avion, hélicoptère, ambulance, TGV, car. Elles se font en général de région à région, mais ces évacuations sanitaires ont également lieu au-delà de nos frontières, vers l'Allemagne, mais aussi la Suisse et le Luxembourg. Et par ailleurs, un avion de l'armée allemande a atterri dimanche à Strasbourg pour évacuer 2 malades vers Ulm. Il s'agit de la première évacuation de malades français effectuée par des moyens militaires allemands. Alors, par ces exemples, amiral, j'essaie juste de montrer à quel point la grille de lecture géopolitique de cette gestion des frontières telle qu'elle se pratique en ce moment n'est finalement pas si simple à déchiffrer. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, c'est évidemment une question complexe, avec un problème amont, c'est qu'avant le problème de la fermeture des frontières, il y a le problème de la fermeture des esprits. Et c'est bien là, déjà, la première difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Et il ne faut pas tout confondre, il ne faut pas tout mélanger. Et en fait, cette crise nous replace, hein, face aux grands enjeux de notre époque. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on en profite pour raisonner intelligemment, avec ambition et discernement plus encore, et surtout qu'on ne mélange pas tout. Confinement et frontières, c'est pas la même chose, c'est pas la même affaire. Les exemples que vous preniez le montrent bien. Et c'est pour ça que peut-être il faudrait que déjà cette crise nous permette de nous reposer une question fondamentale, mais qu'on ne se pose pas assez, c'est la question de qu'est-ce que c'est que véritablement une nation. Et là, sincèrement, je crois qu'il n'y a pas de meilleure référence à retrouver, à relire, que ce très beau discours que Renan fait en 1882. Et que nous dit Renan, et c'est incroyablement d'actualité ce qu'il nous dit. Renan nous dit, une nation, ce n'est pas une affaire de race, ce n'est pas une affaire d'ethnographie, ce n'est pas une affaire de langue, ce n'est pas une affaire de religion, ce n'est pas une affaire de géographie. Il dit même, c'est même pas une affaire de communauté d'intérêts. Et c'est quoi alors une nation? Et Renan a cette très très belle réponse, il dit, c'est une affaire d'âme et de principes spirituels. L'âme pour tout l'héritage dont nous profiterons, et le principe spirituel pour ces consentements actuels qu'il faut savoir construire ensemble. Et du coup, il résume la notion de nation en un très beau mot en disant, une nation, c'est une grande solidarité. Et cette solidarité, elle se constitue sur les sacrifices que nous avons déjà faits ensemble et ceux que nous acceptons de continuer à faire ensemble. Eh bien, je crois que cette très belle définition d'une nation, à partir de cette notion de grande solidarité, construite sur les sacrifices déjà faits et ceux qui restent à faire ensemble, je trouve que c'est une réponse absolument merveilleuse à la question de la nation. C'est probablement les prémices nécessaires pour ensuite réfléchir intelligemment sur les notions de frontières. Et vous voyez en plus que ça ne concerne pas seulement la France, que cette définition d'une nation à partir d'une grande solidarité, c'est aussi très probablement l'une des réponses que l'on peut trouver aux problématiques européennes. Ça, c'est mon premier commentaire. Le deuxième commentaire à ce sujet, c'est de dire que cette autonomie stratégique dont nous parlons tant aujourd'hui, enfin, il était temps d'en parler, cette autonomie stratégique qui est nécessaire, attention, ne nous leurrons pas, ce n'est pas en fermant nos frontières, ce n'est pas en nous repliant sur nous-mêmes qu'on va y répondre. L'autonomie stratégique de la France, ce n'est pas avec le Cantal et la Lozère seulement qu'on va la retrouver. J'adore le Cantal, donc on ne peut pas me soupçonner une seule seconde de dire ça pour critiquer le Cantal. Ce n'est pas avec le Cantal et le Lozère qu'on va la retrouver, mais c'est bien dans une solidarité européenne qu'on va pouvoir la rebâtir, cette autonomie stratégique. Et donc il est temps, pour plagier une réflexion célèbre, de considérer qu'on soit des critiques ou des turiféraires de l'Europe, que l'Europe, ce n'est pas seulement l'espéranto et le volapük. Donc pour ceux qui la critiquent et qui disent qu'elle est capable que de nous pondre des trucs sans intérêt qui s'appelleraient l'espéranto et le volapük, eh bien, il est temps qu'ils comprennent que non, c'est pas ça. Et à l'inverse aussi, ceux qui sont les turiféraires de l'Europe, qu'ils aient enfin des ambitions plus grandes pour l'Europe que simplement l'espéranto et le volapük. Alors, excusez-moi Loïc, mais je ne connais pas le volapük. Qu'est-ce que c'est que le volapük? En fait, je fais référence à une très célèbre réponse du général de Gaulle dans une conférence de presse sur l'Europe, où justement il se moque de l'Europe en disant que on ne va pas bâtir un destin commun simplement sur l'espéranto et le volapük, l'un et l'autre étant effectivement des langues artificielles que dans le courant du XXe siècle, on a voulu développer en croyant contre le Babel qu'on essayait de construire. Je connaissais l'espéranto, mais je ne connaissais pas le volapük. En tout cas, je pense que c'est la remarque du général de Gaulle dans cette conférence de presse où il fait rire tout le monde, qui effectivement sur le volapük a rendu célèbre le volapük plus qu'autre chose. Extra. En tout cas, merci pour cette réponse, Amiral, parce que j'ai vraiment voulu créer ce concept d'entretien de l'intérieur pour qu'on prenne de la hauteur. Et c'est vraiment ce qu'on fait ensemble là tout de suite. Merci. Amiral Finaz, le livre blanc de 2008 sur la défense et la sécurité nationale avait bien pointé le risque de pandémie comme pouvant compromettre la continuité de la vie nationale. Et pourtant, nous voici en 2020 avec le sentiment diffus d'avoir tous été pris au dépourvu. Comment se fait-il que l'exécutif se retrouve dans une telle improvisation au quotidien, malgré ces mises en garde qui ne datent pas d'hier? Parce que vous qui dirigez l'école de guerre, vous le savez, diriger, c'est anticiper, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est anticipé et effectivement,
il est triste que les études des uns ou des autres, pas seulement les militaires bien sûr, il serait temps que les gens lisent plus les études et la réflexion des militaires, parce que contrairement à ce que beaucoup de gens croient, les militaires réfléchissent, et ils réfléchissent très bien d'ailleurs, mais pas seulement eux. Et il y a cette conférence prophétique de Bill Gates en 2015, une conférence TED, où il décrit mais exactement ce que nous sommes en train de vivre. Donc il serait temps que on prenne plus en compte la réflexion les uns et les autres, en tout cas ceux qui sont sérieux, pour mieux se préparer aux problématiques du monde, qui ne sont pas toujours connues. Et parfois, il est triste de devoir les affronter parce qu'effectivement, on n'est pas préparé. Mais quand on les affronte en n'étant pas préparé, alors qu'il aurait été possible de faire, c'est encore plus dommage. Et il serait triste aussi que simplement les collapsologues ou les prophètes de mauvais augure soient les seuls gens qu'on écoute, parce qu'eux, ils font simplement que rajouter du tintamarre au brouhaha du monde, et ça n'aide pas à en retirer les signaux importants. Ces signaux importants sont parfois là. Apprenons, et que cette crise au moins serve à cela, apprenons à les lire avec plus de pertinence, sans affolement idiot, hein, qui de toute façon ne résoudra rien, mais avec un peu plus de lucidité absolument. En même temps que la France met en place l'opération Résilience, elle retire ses troupes d'Irak. Y a-t-il un lien de cause à effet? Alors, il n'y a pas un lien de cause à effet direct entre résilience et ce retrait d'Irak. Bon, même si là, je ne suis pas la personne habilitée, hein, pour répondre à cette question, il faudrait la poser au chef d'état-major des armées ou à ceux qui le représentent à l'état-major des armées. Mais ça n'empêche pas le citoyen que je suis, plus officier général et directeur de l'école de guerre, d'avoir un avis. Mais les commentaires que je vais faire sont des commentaires personnels sur cette affaire. Les réponses officielles, ce n'est pas auprès de moi qu'il faut venir les chercher. Je voudrais faire deux commentaires. Euh, oui, le retrait américain d'Irak a une conséquence pour l'emploi de nos troupes là-bas, beaucoup plus que le coronavirus lui-même. Mais là aussi, profitons-en pour réfléchir, et, par exemple, que l'Europe enfin analyse ses responsabilités et en tire les conséquences. Voulons-nous être capables, oui ou non, de peser sur les affaires du monde lorsqu'on pense qu'on peut les améliorer? Mais pour ça, il faut avoir une vraie réflexion et il faut développer des capacités politiques et militaires. Donc là encore, ce retrait des troupes françaises en Irak, je pense qu'il devrait nous pousser à nous poser des questions sur la construction de l'Europe. Et puis, deuxième commentaire, le retrait de tel ou tel, à tel ou tel endroit, à tel ou tel moment, je pense surtout qu'il devrait là aussi nous engager à réfléchir un peu plus sur nos interventions, en particulier nous, occidentaux, en se posant toutes les questions qu'il faut se poser avant d'intervenir, et en particulier en se posant, et on ne le fait quasiment jamais, la question du jour d'après. Que se passera-t-il le jour d'après? Que se passera-t-il lorsque nous serons intervenus et lorsque nous déciderons de repartir? Bon, et là aussi, je pense qu'on a des progrès à faire, en particulier nous, les Occidentaux, les Américains les premiers, mais profitons aussi des erreurs des uns pour essayer d'être plus performants. Voilà ce que je pourrais dire, mais ce sont des commentaires d'un simple citoyen. Je comprends et c'est tout à fait légitime que vous preniez ces précautions oratoires, entre guillemets, puisque effectivement, vous n'êtes pas, vous, décisionnaire là-dessus et voilà, je ne touche pas non plus du secret défense. Mais c'est vrai que j'aime l'idée qu'on puisse se poser des questions parce que malgré tout, cette pandémie, du fait qu'elle est mondiale, euh, comme son nom l'indique, on peut se douter que, évidemment, cette région du Proche-Orient et du Moyen-Orient, elle est déjà instable. Le virus ne va, là encore une fois, pas s'arrêter à la frontière, donc il est sans doute déjà sur ce territoire, donc il va continuer de déstabiliser cette région. Et donc, il y a effectivement le retrait des Français, le retrait évidemment des Américains. Et là, je parle vraiment Proche-Orient, Moyen-Orient, puisque dans la continuité de sa politique, hein, la politique de Trump, America First, il y a vraiment cette volonté du retrait massif des Américains des divers terrains de guerre. Et donc, j'en veux pour preuve l'accord bilatéral qui a été signé le 29 février dernier à Doha par les États-Unis avec les talibans. Donc, ça met fin à 18 ans de guerre en Afghanistan. Ça aurait fait la une des journaux du monde entier s'il n'y avait pas eu le coronavirus qui était passé par là. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, si toutes les forces occidentales s'en vont de cette région, est-ce que ça ne risque pas de déstabiliser encore plus ces régions avec à la clé la résurgence de la menace terroriste? On va revenir sur ma réflexion sur les avons-nous plus stabilisés que déstabilisés. Et effectivement, on peut être inquiet
des conséquences et des ravages que peut-être ce virus fera dans tous ces pays-là qui avaient déjà suffisamment de difficultés. Là aussi, même si c'est peut-être un peu naïf, en tout cas, on peut peut-être essayer de cultiver l'espoir que cette menace qui frappera tous les belligérants, quels qu'ils soient, les rendra un peu plus sages et les poussera à se battre un peu moins. Bon, mais là, j'ai peur d'être dans le vœu pieux plus que dans l'analyse stratégique. Comment voyez-vous le dénouement, la sortie de cette crise? Parce que moi, j'aurais tendance à penser que cette pandémie nous démontre à quel point nous sommes tous interdépendants et donc nous avons tout intérêt à bâtir des solidarités solides entre tous les pays du monde. Mais de nombreux experts internationaux craignent qu'au lieu de renforcer la solidarité, cette crise exacerbe un climat de guerre, qu'elle soit commerciale, industrielle ou même militaire. Est-ce que vous êtes optimiste, Amiral Finaz? Alors, je crois que soyons suffisamment optimistes pour nous lever chaque matin dans l'espérance d'une amélioration. Et puis, conservons la dose de pessimisme nécessaire pour ne pas croire que tout cela se fera tout seul. Voilà quel est le premier commentaire que je pourrais faire. Conservons notre espérance et l'optimisme que du coup elle nous lègue, et ayons la lucidité et la dose de pessimisme suffisante pour se dire qu'il faut d'abord que chacun d'entre nous œuvre pour que ça aille mieux, parce que ça n'ira pas mieux tout seul. Donc il faut essayer de trouver ou s'avancer sur cette ligne de crête entre le pessimisme d'un quotidien qui nous fait agir et puis l'optimisme vital dans la durée qui fait que oui, l'espérance est toujours là et en tout cas ça vaut le coup de se lever. Et puis le deuxième commentaire que je pourrais faire, c'est tout cela se passera d'autant mieux que nous aurons la capacité à l'analyser sereinement, sans chercher, comme on le fait beaucoup trop souvent en France, à punir, à se venger. C'est ridicule. Et je devrais dire d'ailleurs, c'est pas français, c'est gaulois depuis très longtemps. Et dans ce pays-là, nous avons de gros progrès à faire. Après une crise, il ne s'agit pas d'aller couper des têtes. Il s'agit de dire qu'est-ce qui a été bien fait, soyons-en conscients et renforçons ce que nous avons été capables de faire comme il faut. Qu'est-ce que nous avons mal fait? Analysons-le correctement pour ne pas le reproduire et tous ensuite, collectivement, grandir et nous améliorer. C'est absolument vital. La sortie, le dénouement de la crise se fera d'autant mieux que nous serons capables de faire cela. Mais attention, dans notre pays, nous, Français, nous ne sommes pas très bons pour cela. Si cette crise pouvait nous faire progresser dans ce domaine aussi, après tout, peut-être que nous aurait pas légué que du mal. On retourne au 25 mars, si vous voulez bien. Ce jour-là, à Mulhouse, Emmanuel Macron a rendu un hommage appuyé à tout le personnel de santé de la nation, auquel il a associé bien sûr le service de santé des armées. Cela m'a fait penser à un article paru la veille de ce discours dans le journal Libération, un article écrit par le sociologue Camille Penny. Cet article avait pour titre « Cette crise rend visibles ceux qui sont d'ordinaire invisibles ». Il parlait bien sûr des soignants, mais aussi des caissiers et caissières de nos supermarchés, des éboueurs, des routiers, etc. Tous ceux qui travaillent dans l'ombre, avec souvent trop peu de considération et qui ont une utilité sociale qui aujourd'hui nous saute au visage. Alors, cette crise nous permet donc de questionner ou d'actualiser la notion d'héroïsme, dans un contexte évidemment tout à fait inédit. Je sais à quel point cette notion d'héroïsme vous tient à cœur, amiral. Qu'en pensez-vous ? Alors, je pense d'abord que cet article que vous évoquez est extrêmement pertinent et j'espère que et ça fera partie des choses et des leçons que nous tirerons de cette histoire, qui sont les vrais combattants du front aujourd'hui. Ce sont évidemment les médecins et tout le personnel hospitalier, mais aussi les militaires, les professeurs, tous ceux qui ont des enfants chez eux aujourd'hui témoignent pour la grande majorité d'entre eux du travail absolument admirable qui est fait par les professeurs. Eh bien, ces gens-là, ce sont les gens qui nous sauvent aujourd'hui, ce sont les héros de notre quotidien. Ce ne sont pas ceux que jusque-là la société mettait le plus en avant, ce ne sont pas ceux à qui la société offrait les rémunérations les plus importantes. D'ailleurs, où sont-ils aujourd'hui ceux qui profitent des rémunérations les plus importantes, voire bien souvent indécentes que la société leur offre? Ils ne sont pas là. Non, ceux qui sont là, c'est effectivement ces héros du quotidien.
Et si, comme je le crois, l'héroïsme se définit par le don, le sens et le courage, hein, pour moi, ce sont les trois vertus égales de l'héroïsme, le don, le sens, eh bien, évidemment, tout notre personnel soignant qui font le don de leur personne au quotidien, dans des situations dont on sait très bien aujourd'hui qu'elles sont difficiles, très très difficiles, avec des questions épouvantables à trancher de leur part. Donc ça, c'est vraiment un don permanent au quotidien. C'est plein de sens, hein. Y a-t-il plus de sens que l'œuvre dans laquelle ils sont engagés? Et évidemment, c'est plein de courage parce que nul plus qu'eux est soumis au risque de ce virus. Oui, don, sens et courage, c'est évidemment les vertus de ces gens qui sont au front. Et évidemment, ça fait d'eux les héros de notre quotidien. Et ce sont probablement oui, les plus importants. Les plus importants. Et non seulement il faut être à leur soutien aujourd'hui, mais j'espère que cette crise servira à les valoriser beaucoup plus que la société ne le faisait jusqu'à maintenant. Donc eux et tous ceux qui sont au service de cette société et que effectivement trop souvent on ne voit même plus. Don, sens et courage, on va le retenir. Merci infiniment d'avoir accepté de répondre à mes questions. Bon courage pour la suite. C'était De l'intérieur avec l'amiral Loïc Finaz. Merci.